Chers lecteurs, bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Aujourd'hui, nous sommes encore au village Kiyi pour parler non pas de romans, de poésie, de théâtre, mais plutôt d'un essai. Un essai sur la ville de Tomodi, son histoire, sa descendance, sa dynastie. C'est tout à l'heure dans le décryptage. Frédéric Tanoniangouin, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous recevoir sur le plateau d'Entre les lignes. Merci, moi également. Merci. Alors, vous publiez Gouvernance traditionnelle du village de Tomodi, les fondements historiques de la dynastie des descendants de Kwa Niangouin, fondateur de Tomodi. C'est cela. C'est un essai historique. Un essai historique. C'est une volonté de rétablir la vérité historique. La vérité historique. En tout cas, votre vérité historique, on en parlera. Bien sûr. Déjà, à l'entame de ce livre, vous écrivez, ou vous citez l'abbé Lapouge, le peuple qui n'a pas dicté son histoire n'est pas encore né. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, chaque peuple a son histoire et chaque peuple doit faire connaître son histoire. Et donc, comme tous les peuples font connaître leur histoire, celui qui n'en a pas encore fait connaître la sienne n'est pas encore né. Donc celui qui n'a pas encore connu la sienne, qui n'a pas encore écrit la sienne n'est pas encore né. Absolument. Donc c'est une façon pour vous de donner naissance au village de Tomodi, ou à l'histoire de Tomodi? Absolument. Mais avant vous, il y en a déjà qui avaient écrit sur Tomodi? Oui. Avant moi, il y a eu déjà un essai de mon oncle Gabriel Kwadiotiako, un médecin qui a écrit ce livre historique. Il a fait l'histoire de Tomodi. Voilà. Et j'ai essayé de lui emboîter le pas en écrivant le mien. En écrivant le vôtre. Alors donc au final, il y a deux motivations qui vous ont poussé à écrire cet essai. C'est cela. La première, vous dites que ce sont les dévoiements des valeurs par les politiques dans la ville de Tomodi. Absolument. Quel type de dévoiement? Vous savez, de nos jours, avec la politique qui est entrée dans la cité, certaines personnes essaient quelque peu de présenter une histoire à leur avantage, en travestissant la vraie histoire. Et donc, c'est sur cette base que j'ai essayé de rétablir une vérité que j'ai appelée vérité historique. Évidemment, vous l'avez si bien dit, c'est ma vérité. Mais cette vérité a été construite à partir de faits, de constats et de compréhension d'autres textes qui retracent cette vérité historique que j'ai essayé de compiler pour sortir ma vérité à moi et qui, j'espère, s'imposera comme la vérité. Qui, vous l'espérez, s'imposera comme la vérité. On va laisser le soin aux lecteurs, surtout aux historiens, les historiens qui ont certainement une formation pour dire si oui ou non ce que vous dites est vrai ou faux. Voilà. Deuxième motivation, c'est en effet l'essai de celui qui est votre oncle, Gabriel Tiako, qui a publié Monographie de la commune de Tomodi, origine et histoire. Et vous dites que c'est l'œuvre d'un historien de circonstance et que vous écrivez pour le contredire en quelque sorte. Pourquoi? Quelles sont les erreurs qu'il a commises et que vous aimeriez contredire? Bon, disons que d'abord, historien de circonstances, il s'est qualifié lui-même en tant qu'historien de circonstances. Parce qu'il est médecin de formation, comme je l'ai dit. Brillant médecin d'ailleurs. Et il a fait son essai. Alors, j'ai parlé de quelques biais que j'ai essayé de relever. Fondamentalement, il a retracé l'histoire comme il se devait. Par moments, il a essayé il y a eu des biais que j'ai essayé de redresser selon les recherches que j'ai faites moi-même pour essayer de redresser un peu ces biais. Voilà. Quels sont ces biais? Citez-en quelques-uns. Vous savez, tel que l'histoire a été racontée, il y a des acteurs, il y a eu des acteurs. Et il y a eu d'abord tout se bâti autour du fondateur de Tomodi. Et le fondateur de Tomodi, comme il a été écrit, se nomme Kwa Niangouin.
et qui a donc été le premier chef de la cité, sinon du campement qu'il a créé. Et c'est à sa suite que sont venus les autres. Donc, là où j'ai trouvé qu'il y avait quelques biais dans le livre du docteur Tiako, c'est qu'il a écrit que c'est son aïeul, Kouakoko, qui a été la fondatrice de Tumodi. Or, selon les recherches que j'ai faites moi-même, et à partir des témoignages de ceux-là même qui ont accueilli notre aïeul, notre ancêtre, j'allais dire, ils témoignent que Tumodi a été fondé par Kwanyangwen qu'ils ont accueilli et à qui ils ont offert un lopin de terre. Donc sur cette base, j'ai estimé qu'il y avait un biais dans la présentation faite par le docteur Gabriel Tiako, qui a présenté son aïeul comme la fondatrice. On va dire que c'est une querelle d'ancêtre alors, parce que lui il dit que c'est son ancêtre et oui. Vous le vôtre, on en reparlera, on revient sur votre ancêtre à vous. Voilà. Kwanyangwen. D'abord il y a un lien avec la reine Abrahapoku. Ah, oui, disons que Kwanyangwen non, et le Nyangwen Kwa Osorokli, qui est le père de Kwanyangwen, a séjourné chez la reine Abrahapoku. Alors, est-ce qu'on dit Abraha, vous écrivez Abraha ou Abla? Bon, c'est Ablahapoku. En baoulé, on dit Ablahapoku. Okay. Mais c'est écrit Abrahapoku parce que ça, c'est l'écriture de la littérature. Sinon, c'est Ablahapoku. Ablahapoku en baoulé. Très bien. On écrit Abrahapoku. On revient à Kwanyangwen. Donc, Kwanyangwen, ils font Nyangwen Kro. C'est bien ça? Oui, Nyangwen Kro à l'époque. À l'époque. Et Nyangwen Kro va devenir Tumodi en quelque sorte. Tumodi. Comment se fait le passage de Nyangwen Kro à Tumodi? Et d'où vient le nom Tumodi? Bien, alors, vous savez, quand vous fondez un campement, soit on lui donne votre nom, soit on lui donne un nom de symbole. Et donc, comme c'est Kwanyangwen qui a fondé son campement, on a dit Nyangwen Kro. Parce que Kro, c'est village. Et avec le temps, c'est devenu Tumodi. Parce que Tumodi est le village originel dont est venu le fondateur de Tumodi. Donc c'est en souvenir, en hommage à son village d'origine, qui se trouve à Sakassou, d'où il est venu, qu'il a baptisé son campement Tumodi, qui a une signification, certainement qu'on en reparlera. On peut en parler maintenant? Bien. Alors, Tumodi, qui veut dire en réalité Tometi. Tometi ou Tomiti. On peut dire me ou mi, ça dépend de la tribu à laquelle on appartient. Et qui signifie? Rachète-moi. Rachète-moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Voilà ce que ça veut dire. On va continuer l'échange tout à l'heure. On va recevoir quelqu'un maintenant qui a une question à vous poser. L'instant lecteur. L'histoire de Tumodi est fascinante, très fascinante. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons un lecteur, quelqu'un qui a lu le livre de Frédéric Tanon-Nyangwen et qui veut en parler avec nous, qui veut poser une question à l'auteur. Ngoran Kofi Séraphin, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. On sait que vous êtes cultivateur et vous trouvez quand même du temps pour lire. Oui. Pourquoi? Que représente la lecture pour vous? Oh, bien sûr, la lecture représente beaucoup de choses pour moi. Parce qu'en tant que cultivateur, il faut souvent lire pour voir. Parce que quand on va au champ, souvent nous avons des produits que nous utilisons. Si tu ne sais pas lire, comment tu vas pouvoir l'utiliser? Soit de l'engrais bio, si ce n'est pas bio, comment tu peux l'utiliser? Tout à fait. Voilà, donc souvent, de temps en temps, je m'imprègne de la lecture. Très bien, c'est une très bonne habitude qu'il faut conserver et transmettre aux générations futures. Ouais. Vous avez lu cet essai de Frédéric Nyangwen et vous avez une question pour lui, il est à vous. Alors bonjour monsieur Tanon-Nyangwen. Bonjour. Alors ce livre que vous avez écrit, est-ce qu'il n'est pas fait pour votre propre gouvernement, pour vos ancêtres, si je peux le dire comme ça? Bon, on peut le penser comme ça, mais il faut dire que
mon aïeul a du mérite. Le fait de partir d'une contrée à une autre, fonder un village dans un territoire, et que ce village aujourd'hui est devenu important en Côte d'Ivoire, parce que Toumoudi a quand même contribué énormément à l'émancipation et au développement de la Côte d'Ivoire. Donc celui qui a fondé ce village, qui est devenu aujourd'hui chef-lieu de région, mérite cet hommage. En même temps que je lui rends hommage, en même temps, je dis que je veux faire connaître la vérité historique, la vérité sur la création de ce village. C'est donc un hommage avant tout, mais ce n'est pas forcément pour ma propre gouverne. C'est pour toute la nation entière, j'allais dire tout le monde entier, parce que cet ouvrage se trouve au Canada. Les Canadiens sont venus en acquérir pour leur bibliothèque. Hommage d'accord, mais en même temps pour faire connaître l'histoire authentique de Toumoudi. Donc faire connaître l'histoire authentique de Toumoudi, vous êtes tout à fait sûr que ce que vous dites est vrai? Oui, vrai, parce que j'ai quand même consulté pratiquement tous les peuples, toutes les tribus, parce que Toumoudi a quand même 7 tribus. Et les tribus qui ont accueilli notre ancêtre ont des descendants qui sont là, qui connaissent l'histoire, notamment les Aïtou et les Mabla. C'est sur leur territoire qu'est situé aujourd'hui Toumoudi, chef-lieu de la région de Bélier. Aïtou de Ouakro, Mamla de Bendressou et de Rukuyaokro ont été interrogés. Eux-mêmes ont fait des écrits sans qu'on les interroge, et tout ça compilé a permis de savoir que ce que j'ai dit, Kwa Nyangouin est le fondateur de la ville de Toumoudi. Voilà. Merci Tano Nyangouin. Merci également Ngoran Kofi Serafa. Désolé. Merci à vous. On espère vous revoir très bientôt. Merci. Et vous restez avec nous, juste le temps pour nous d'entendre la question selfie. Salut à l'auteur Frédéric Tano, moi c'est M. Abi Fabrice. J'ai bel et bien lu votre œuvre. Je souhaiterais vous poser la question qui est la suivante. Vu que vous n'êtes pas un historien de formation, peut-on dire que vous êtes un historien de circonstances? Merci. je suis comme le docteur Gabriel Kwadjou-Tiako, également un historien de circonstances. Parce que je ne suis pas historien de formation, mon métier n'est pas d'écrire l'histoire. J'ai un genre littéraire propre à moi que j'ai appelé le mémorialisme. Je réveille les faits passés, c'est les faits de mémoire, pour les porter à la connaissance du grand public. Donc, je peux dire également que je suis un historien de circonstances, parce que ce n'est pas mon métier. Et donc, être historien de circonstances n'est pas péjoratif. Ce n'est pas péjoratif parce qu'on le fait à temps perdu. On le fait à temps perdu. Et j'ai d'autres écrits, mais qui ne sont pas des écrits qui font des rappels historiques. J'ai écrit beaucoup sur les conflits, les crises, mais là particulièrement, je me suis essayé à un écrit historique. Donc je suis historien des circonstances, comme le docteur Gabriel Tiako, qui a d'ailleurs beaucoup de mérite pour avoir écrit son premier ouvrage que j'ai consulté et qui a été aussi une base de recherche pour moi. Voilà. Base de recherche pour vous. Parlez-nous un peu de ce que vous appelez le mémorialisme. Bien, le mémorialisme, c'est un genre littéraire propre à moi. J'ai fait un ouvrage, par exemple, sur la commune de Toumoudi. Je rappelle donc, et au bon souvenir de tous, les noms des personnalités qui ont œuvré au développement de Toumoudi dans cet ouvrage. C'est un rappel de mémoire. Et
la plupart des ouvrages que j'écris sont dans ce genre, que j'appelle un rappel de mémoire. Ça rappelle au bon souvenir de tout ce qui s'est passé, mais qui n'est pas de l'histoire. Donc, je vais qualifier ça de mémorialisme. Donc, c'est mon genre littéraire à moi. Très bien. Être mémorialiste, c'est faire œuvre de mémoire. Ici, à En Pleine Ligne, nous faisons également œuvre de mémoire. Oui. Maintenant, les grandes plumes. Tierno Monenambo est le fils d'un fonctionnaire en Guinée. En 1969, il fuit le pays et le régime d'Ahmed Sékou Touré et rejoint à pied le Sénégal voisin. Il poursuit ses études en Côte d'Ivoire, puis en France à partir de 1973 où il obtient un doctorat en biochimie de l'Université de Lyon. Il enseigne au Maroc et en Algérie. En 2008, il est professeur invité au Mid-Lebori Collège dans le Vermont aux États-Unis. Carrière d'écrivain, Tierno publie son premier roman en 1979. Ses romans traitent souvent de l'impuissance des intellectuels en Afrique et des difficultés de vie des Africains en exil en France. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire et aux relations des Noirs avec la diaspora émigrée de force au Brésil. Il consacre un roman au Peul et une biographie romancée à Aimé Olivier de Sanderval. Un aventurier et explorateur français originaire de Lyon et Marseille, compagne pastré, administrateur de leur civilisation, est devenu un roi Peul, le roi de Cahel. À cette occasion, il revisite l'histoire coloniale pour faire entrer cette période controversée dans l'imaginaire romanesque. Après cela, il travaille sur la vie d'un Peul guinéen, Adiba, héros de la résistance en France, fusillé par les Allemands, le terroriste noir, ainsi que sur les liens unissant la diaspora noire d'Amérique avec l'Afrique. Tierno Monenambo est en résidence d'écrivain à Cuba lorsqu'il apprend qu'il est le lauréat 2008 du prix Renaudot. Sa récompense met en lumière, toutefois, la place grandissante qu'occupent les écrivains français d'origine africaine dans la littérature francophone. Fille, elle souligne également, même si Tierno vit en Normandie, comme sur les traces du poète président sénégalais Léopold Sédar Senghor, qu'une partie de la littérature contemporaine en français se trouve au sud. Tierno Monenambo, écrivain guinéen, auteur de nombreux romans historiques, des romans qui nous permettent, nous, qui n'avons pas vécu à cette période-là, de revivre les événements coloniaux et surtout de mieux connaître cette période-là. Donc on va dire que Monenambo, écrivain guinéen, est un peu comme vous, un mémorialiste. Ok, oui, effectivement. Il fait également œuvre de mémoire. Œuvre de mémoire. Revenons à votre livre, à un passage particulier. Vous soulevez à un moment des crises qui ont eu lieu dans le royaume ou la chefferie de Toumoudi. Il y a la crise de 1993. Cette crise-là, qu'est-ce qu'elle va permettre de remettre en question? De quoi était-il question avec cette crise? Bon, comme je l'ai dit, ce sont des crises qui sont sous-tendues par une lutte pour le pouvoir, la gouvernance, une crise dans la gouvernance du village de Toumoudi Kro. Parce qu'il faut faire la différence entre Toumoudi, chef de département, et Toumoudi Kro, le village maire. C'est pour faire la différence. Et donc, cette crise de gouvernance est résultée du fait que certains cadres contestent l'autorité du chef actuel. Et donc, ça a créé une crise et nous en avons connu deux. La première est née
dans les années 95, en 1995, après le décès du précédent. Son remplaçant a passé 3 ans à la tête et puis a été évincé par des parents qui ont estimé qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre en ses lieux et places. Ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas pu arrêter cette crise et il a été évincé. Récemment, un autre chef a failli subir le même sort, toujours par des cadres qui, eux, ne tiennent pas compte des us et coutumes. Or, la loi dit que les peuples se donnent des chefs dans le respect de leurs us et coutumes. Les us et coutumes de Tumodi Kourou particulièrement, disent que la chefferie s'exerce dans la descendance. Donc de façon héréditaire. De façon linéaire. Et cette question, la question que je vous posais à l'instant était une sorte de piège en quelque sorte. Vous ne remettez pas en question le principe de l'hérédité. Oui. On sait aujourd'hui qu'on est dans des reconstructions démocratiques. Oui. On veut que le pouvoir soit aux mains de celui qui en est le plus capable de le porter. Oui. Et il se trouve que l'hérédité, c'est juste le fait que dès que l'on est, on est enfant ou fils ou fille du chef, on devient chef. Voilà. Et vous ne remettez pas en question ce principe d'hérédité. Est-ce qu'il est encore valable et légitime au XXIe siècle? Il demeure valable. Parce que ce sont les us et coutumes. Aujourd'hui, avec la modernisation, on a tendance à coopter des personnalités qui sont dans les deux cultures, qui savent parler français, qui ont été à l'école, etc., pour des raisons précises. Mais cela n'exclut pas le respect des us et coutumes. Or, ce que nous voyons aujourd'hui semble un peu passer à côté du principe. C'est le cas qui est là. Donc ceux qui veulent évincer le chef actuel ne sont pas éligibles à la chefferie. Frédéric Tanonyangouin, est-ce que être fils de chef ou fille de chef, c'est avoir les aptitudes pour être chef? Est-ce que l'hérédité a encore de la validité aujourd'hui? Oui, parce que de toute la façon, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui a des capacités. S'il n'est pas capable, on prend un autre. Donc vous maintenez toujours que l'hérédité doit être maintenue à Tumodi? Absolument. Très bien, on va laisser les lecteurs et lectrices décider de choisir leur propre position, leur propre camp. Bien sûr. Être oui ou non pour l'hérédité. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de parler avec vous de l'histoire de Tumodi. Merci. On espère qu'il y aura encore plus de personnes qui écriront l'histoire de chaque ville ivoirienne, comme vous l'avez fait. Voilà. Et on espère vous voir bientôt pour un autre livre également. Ça fait des émules. Ça fait des émules. Ça fait des émules et je suis approché pour voir si je peux. Je dis, je ne suis pas historien, mais je peux vous aider à le faire. Si vous me donnez les éléments, je peux le faire. Nous avons pris beaucoup de plaisir à parler de l'histoire de Tumodi, à revisiter l'histoire de la ville de Tumodi avec Frédéric Tanonyangouin. On espère que vous lirez ce livre également chez vous pour savoir plus sur l'histoire de la ville de Tumodi et peut-être écrire l'histoire de votre ville à vous également. En attendant, n'oubliez pas, lire des livres, des livres. J'ai marché. Dia kabe ba ebet no to ba sei Dans un paysage sans verdure, sur un sol sans couverture, sous un ciel sombre, sous des arbres sans ombre, pour une destination sur une terre sous laquelle vivent mes ancêtres, sans souffle, sans âme, tous devenus sable. Pour fuir une vie sans vie, une vie sans envie, une vie de personnes qui n'avaient plus envie de vivre la vie de cette vie, j'ai marché. Larmes aux yeux, les yeux pleins de larmes,
Épine sous pied, pied sur épine. Les oreilles assourdies par le vent froid d'un soleil désertique. Sans torture ni torture, lentement comme une tortue, j'ai marché. N'attendez pas que je vous dise que j'ai vu en cendres toutes ces richesses éphémères pour lesquelles il n'y avait plus de respect sur cette terre. Mais dans ce monde sans vie, j'étais là. Mon corps d'ébène presque vide de souffle, j'étais là. Agonisant, j'étais le seul survivant.